Alors bonjour à tous, bienvenue du coup dans cette conférence qui aura plutôt le format d'un Rex. Donc l'idée c'est de vous partager l'histoire de la création de la communauté d'ambassadeurs agiles Covea. Alors je ne sais pas si tout le monde dans la salle connaît Covea. Normalement on est sur la place Niortaise. Ouais, ok. Alors au programme. Ah oui, j'ai pas la petite zapette. Elle est derrière. Super, merci. Alors déjà, bien sûr, remercier tous les sponsors et puis l'équipe d'organisation d'Agilnior, puisque sans eux, ce type d'événement n'existe pas. Donc merci à tous, on bénéficie quand même d'une super organisation. Nous, c'est la première fois qu'on vient à Agilnior, on découvre. Donc merci aussi à tous ces petits bonhommes orange pour tout ce que vous faites. Donc, on va passer une petite heure ensemble, on va se présenter. Alors je vais démarrer, donc Léa Fournier, moi je suis coach agile, coach produit chez Covea. Et puis il y a un petit logo là au-dessus de ma tête, ça veut dire, donc c'est MO2P, c'est le département dans lequel on exerce. Et ça veut dire modèle opérationnel, projet et produit. Et je vais passer la main à Youssef. Bonjour à tous, je suis Youssef Bayada. Alors moi je suis Scrum Master dans la Digital Factory de Levallois, qui fait partie de GMF, même si on travaille en transverse, donc Covea. Et donc je suis responsable des applications d'avant-vente et de vente sur gmf.fr, donc les produits auto, habitation, santé. Donc j'occupe aussi un rôle de chef de projet où j'accompagne les métiers de l'étude de faisabilité jusqu'à la mise en production de leurs produits avec une équipe de dev dédiée qu'on a dans la Digital Factory. Voilà pour ma présentation, je passe la main à Lotfi. Bonjour à tous, alors je m'appelle Lotfi Améar, je suis manager de la factory Salesforce Transverse. Alors Salesforce, c'est la plateforme digitale qui a été prise pour renouveler en fait notre patrimoine CRM. Et j'ai eu l'occasion de créer et d'accompagner plusieurs équipes agiles, des équipes agiles qui ont fait partie d'un framework safe et des équipes agiles qui étaient en dehors d'un framework safe. Des équipes aussi qui s'occupaient du MCO, donc c'est le maintien en condition opérationnelle, du run. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir et d'accompagner les équipes de Design Authority, donc en fait d'architectes sur la plateforme, d'RTE et de PO Socle, qui font partie du train, et enfin du Data Quality Management. Voilà. Alors, je n'ai pas fait tout ça tout seul, hein, bien évidemment. On s'est fait accompagner par des coachs agiles externes et internes, et notamment avec des scrums qui sont aujourd'hui dans la salle. N'est-ce pas, Stéphane ? Merci à vous deux. Alors, du coup, pendant cette petite heure, ce qu'on vous propose, c'est de faire un focus sur Covea. Alors en fait, cette conf, c'est la deuxième fois qu'on l'a fait et dans d'autres villes, Covea n'est pas si connu que ça. Donc on va essayer de vous apporter un peu de valeur par rapport à ce que vous connaissez du groupe. Ensuite, on vous expliquera pourquoi finalement on a créé une communauté de champions et d'ambassadeurs. Alors c'est nos agilistes qu'on nomme comme ça, on vous expliquera la différence qu'on fait entre ces deux termes. Comment cette communauté elle est organisée et finalement quelles actions elle mène. Et puis pour terminer, c'est très bien de monter une communauté, mais l'idée c'est quand même que ça apporte de la valeur. Et donc on essaiera de vous expliquer ce que ça nous apporte à nous, champions et ambassadeurs au sein de cette communauté, mais aussi au groupe, puisque l'idée c'est quand même que cette communauté soit créée en soutien des transformations, donc digitales, agiles, mode produit, que vit Covea depuis quelques années. Et du coup pour démarrer, je vais laisser Youssef vous présenter Covea. Merci Léa, je vais prendre quelques instants pour introduire Covea, plonger un peu dans l'univers de Covea. Alors, j'ai cru comprendre que tout le monde connaît Covea ici. Peut-être qu'il y en a qui... Ouais, on est à Niort. En fait, Covea, c'est une SGAM. Alors, qu'est-ce qu'une SGAM? C'est une société de groupe d'assurance mutuelle. C'est un regroupement de plusieurs marques qui a formé Covea dans les années 2000. Donc, 2003, MAF et MM1 se sont rejoints pour se combiner, pour se complémenter. Et ils ont créé Covea. Ils ont été rejoints par GMF plus tard. J'aimerais citer, comme c'est la conférence des citations, je l'ai vu dans toutes les conférences hier, d'un très cher ami à moi qui s'appelle Steve Jobs. Il a dit « Innover, c'est distinguer le suiveur d'un leader. » Et Covea se veut le leader du marché des assurances non-vie en France, avec une part de marché qui est aussi entre 20 et 25%. Donc Covea, c'est le numéro 1 de l'assurance automobile, de l'habitation, de la protection juridique. C'est aussi 3 marques complémentaires
que vous devez bien connaître ici, notamment la MAF. La MAF pour son assurance auto et MEMA pour l'assurance des professionnels. Et GMF étant le premier assureur des agents du service public. Pourquoi Covea a choisi ça? C'était pour... Ouais. Pardon, vous m'entendez quand même. Alors, Covea a choisi de rassembler des marques qui ne se ressemblent pas. Donc, se rassembler sans se ressembler, c'était l'idée de départ, parce que avec les 3 marques, on peut viser tous les segments du marché, être concurrentiel, avoir de l'expertise apportée à nos clients et sociétaires, peu importe la marque qu'ils choisissent chez nous, et donc d'être efficient et efficace dans la vision qu'on peut apporter sur le marché français. Covea, c'est aussi un réassureur. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un assureur d'assureurs. Donc il assure plus de 2000 assureurs dans le monde, dans 150 pays. C'est 22 000 collaborateurs, dont 3 000 qui sont dans la DSIN. Donc la DSIN, je vais la présenter plus tard, c'est la direction des systèmes d'information et du numérique. C'est 11 millions de clients, 23 milliards de chiffre d'affaires en 2022. Donc tout ça, nous, on a initié, ça va être le fil conducteur de cette présentation. On est venu pour vous présenter la communauté des agitateurs qui a été créée au sein de la DCN. Et à travers ça, l'histoire a commencé. Je passe la main à Léa pour la suite de la présentation. Merci. Non, je vais juste prendre ça. Alors, en effet, donc l'idée, c'est vraiment qu'on reste sur l'histoire des agilitateurs. Mais vous l'aurez compris, la communauté, elle intervient en soutien de la transformation chez Covea. Donc, l'idée, c'est aussi de vous expliquer toutes les étapes par lesquelles on est passé pour être la communauté qu'on est aujourd'hui. On n'a pas toujours été une communauté de membres dits actifs. On est passé par différentes phases avant de créer une communauté qui, aujourd'hui, fonctionne et est reconnue en interne des signes, mais aussi au niveau du groupe. Donc l'histoire, elle commence en 2020. Donc là, vous voyez, il y a un petit logo. En fait, c'est l'entité dans laquelle moi je travaillais en 2020 qui s'appelait le pôle support projet. Donc en 2020, ce qui se passe, c'est qu'on commence à voir émerger des études en se disant ce serait peut-être intéressant que Covea s'intéresse aux pratiques agiles. Finalement, c'est pas juste un effet de mode. Il y a quand même des choses qui seraient intéressantes pour pouvoir fluidifier nos organisations, qu'on apprenne aussi à mieux se parler entre DTSI par exemple et direction métier, enfin des choses très classiques que vous connaissez certainement. Du coup, le pôle support projet est mandaté pour réaliser toutes ces actions. L'idée, c'est que on n'est pas non plus extensible au niveau du service. À l'époque, on était, je crois, Valérie, tu es dans la salle, tu me corriges si je me trompe, mais je pense qu'on était à peine une dizaine, avec très peu de spécialistes agiles, puisque la base, c'était quand même de faire de la conduite du changement au sein de ce pôle. Et donc, on se dit, ok, nous, on doit agiliser les pratiques, super, donc on va prendre notre bâton de pèlerin, on va aller voir les projets et les équipes, mais il y a des actions de communication, des actions peut-être qui pourraient être portées par d'autres en soutien de ce qu'on fait, parce qu'avec nos petits bras, on ne va pas réussir à tout faire. Du coup, en 2021, vous voyez là, il y a une petite abeille. On crée une première communauté. Alors à l'époque, on appelait ça une communauté. Vous verrez qu'aujourd'hui, par rapport à ce qui existe côté agilitateur, finalement, on se dit que c'était pas vraiment une communauté au sens où nous, on l'entendait. Et du coup, se crée la communauté Pacte. Alors, dans les assurances, mais je pense que dans les grands groupes en général, on adore les acronymes. Qu'est-ce que ça veut dire Pacte? Ça veut dire pratique agile comme transformation. Donc 2021, début de l'histoire. Donc on se dit comment on va faire pour recruter les gens au sein de cette communauté et puis qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on a envie de partager finalement. Et donc on tombe tous d'accord pour se dire il y a quand même quelques projets qui ont mis en place des initiatives agiles. Les équipes c'était encore un peu timide, mais en tout cas on avait de la population sur les projets. Donc on invite tous ces gens-là à une première réunion qui va être très descendante ça va ressembler plutôt à une instance de communication. Et là on leur dit voilà ce qu'on fait chez Covea. Voilà ce qui est mis en place. Alors chez Covea, c'est un peu présomptueux. Voilà ce qui se fait côté DTSI. Parce qu'on a aussi un sujet à ce moment-là qui est d'embarquer l'ensemble du groupe dans l'agilisation des pratiques. Donc en 2021, la communauté se crée et puis on se dit ok, ça a bien marché, là, notre instance finalement de communication descendante. On va réitérer et puis on va mettre ça en place tous les mois. Donc tous les mois, on met en place cette instance, etc. pendant 1 an. Et puis en fait, on se rend compte que les membres se connectent de moins en moins. On est vraiment sur une instance de communication sur ce qui se fait chez Covea. Mais finalement, les membres ne sont pas plus impliqués que ça, puisque ce n'est pas une réelle communauté. Et du coup, nous, on est quand même, côté PSP, on est quand même convaincus qu'il nous faut une communauté, mais avec des gens qui soient actifs, qui prennent part finalement aux actions qu'on a envie de mener. Mais c'est peut-être juste le modèle qui n'est pas le bon.
Donc on passe d'une instance de communication pacte à finalement aux agilitateurs. Alors comment ça se passe? En fait, on décide d'organiser un atelier, donc on a appelé ça le reboot de la communauté. Et là, par contre, on fait vraiment un appel à candidature. Autant avant, on avait invité les gens comme ça qui semblaient être sensibles à l'agile. Là, on reprend ces mêmes personnes, mais on fait vraiment un appel à candidature en disant, voilà, ce qui va se passer, c'est que demain, nous, ce qu'on attend de vous, c'est que vous soyez vraiment investis dans cette communauté, vous allez devenir porteur d'action, et on a besoin de vous pour diffuser les bonnes pratiques partout dans le groupe. Et on a donc une dizaine d'agilitateurs qui répondent présents pour cet atelier de reboot. Et donc on part sur un atelier vision. Donc je pense que la plupart d'entre vous, vous connaissez ça. On vous détaillera un petit peu tout à l'heure, parce que s'il y en a qui ne connaissent pas, c'est un outil qui est assez puissant et qui permet de créer des choses assez rapidement. Et donc naît ce fameux terme hein, qui en général questionne les gens. Alors c'est pas très compliqué. En gros, dans ces agilitateurs, on est tous des agitateurs d'idées. Des idées, il y en a 3000 à la seconde, donc on peut pas tout faire. Mais voilà, c'est des gens qui ont envie de faire des choses. Et puis le mot agile, et donc pour ceux qui connaissent Dragon Ball, on s'est dit on va faire fusionner tout ça, et ça va nous donner le terme agilitateur. Du coup, une fois qu'on s'est réunis et puis qu'on s'est partagé la vision, on se dit ok. Finalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décider des grands chantiers qu'on a menés au sein de la DSIN pour le moment, et puis peut-être demain, côté direction métier. Parce qu'à ce moment-là, en 2022, on n'a toujours pas franchi le cap d'aller voir les directions métiers et de leur dire « Bonjour, nous, on a commencé à mettre en place des choses, ce serait bien qu'on se parle, parce qu'il y a un moment où ça va plus matcher. » Donc, on se dit « Ok, nous, on peut peut-être justement actionner ces leviers-là et partir voir les directions métiers. » Donc, on va définir plein d'objectifs. Je rentre pas dans le vif du sujet, parce que sinon... Lotfi, t'auras plus rien à dire après. Donc Lotfi vous le détaillera. Mais en tout cas, en 2022, on part avec une vision, une communauté en départ lancée, une organisation qui est mise en place, des actions très claires, etc., etc. Toujours en soutien de la transfo. Arrive 2023, et là, bam, réorg. Donc réorg qui est effective depuis le 1er mars de cette année. Donc en 2023, on a un nouveau DSI qui arrive, vous savez comment ça se passe, hop, réorg. Et du coup, on se dit, ok, nous, comment on va faire pour s'impliquer là-dedans, puisque on était en départ lancé, vous imaginez bien, après un échec en 2021, 2022, ça fonctionne, on avait un petit peu peur de ce qui pouvait se passer. Finalement, pas du tout, parce que la communauté a fait ses preuves, et donc aujourd'hui, en 2024, on se dit, ok, finalement, vous allez garder votre mandat de départ, pour rappel, l'agilisation des pratiques, mais on va rajouter une petite nouveauté, que vous connaissez certainement, qui s'appelle le mode produit. Covea se dit, ok, on a quand même une bonne partie de la DTSI, ça y est, qui est acculturée à l'agile. On voit qu'il y a des opportunités de pouvoir transformer l'essai et donc de se dire, il y a des équipes qui sont éligibles au mode produit, ça va nous permettre d'avoir plus de qualité, enfin tout ce qu'on connaît lié au mode produit. Donc on y va, on va faire des expérimentations. Et puis au milieu de tout ça, il y a quand même les agilitateurs, et puis les agilitateurs, ils ont monté des actions très opérationnelles qu'on aimerait bien réitérer en construisant le modèle opérationnel qui va prendre en compte le mode produit. Et donc, ça fait beaucoup d'infos tout ce que je vous dis. Vous voyez qu'en 2024, on a un nouveau petit logo. Donc là, je repars sur ce qui s'est passé en 2020. On s'appelait le pôle support projet. C'était un peu limité par rapport à ce qu'on fait. Et donc, en 2024, naît le département modèle opérationnel projet et produit. Yes, merci. Forcément, puisqu'on intègre du coup le modèle opérationnel produit. Donc on est au tout début de l'histoire, et pour autant, ce qui nous est demandé, nous, agilitateurs aujourd'hui, c'est d'aller un cran plus loin. Cette communauté est validée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait vraiment partie de l'organisation. Jusque-là, ce n'était pas le cas. Et donc, on a de nouvelles missions. Et je laisse la main, si ça veut bien. Ah, ça marche plus. Merci Léa. Et donc du coup, Léa vous a partagé pas mal d'informations et on va revenir sur des phases sur ces informations-là pour vous faire à quoi sert une communauté d'agilitateurs, en fait, une communauté finalement de pratiques agiles, et comment en fait on est arrivé à ces objectifs-là. Donc, comme on l'a évoqué plusieurs fois, on est passé par deux phases. La première phase, c'est quand, alors j'ai entendu dans les conférences, c'est assez intéressant, c'est quand on vient avec un framework, on dit tiens, voici les initiatives, diffuser l'info. Donc avant, on était quoi? On captait l'info, même si on était avec nos pratiques, ça nous permettait de savoir ce qui se faisait dans le groupe. Et après, notre objectif, c'était de diffuser l'info uniquement, donc chacun dans son périmètre. Et bien, on a vu en fait que ça a périclité. La deuxième fois, en fait, quand on s'est remis, c'était de dire comment on va mettre de l'action. C'est pour ça que
Vous aurez remarqué, il y a Dragon Ball Z, il y a des super-héros. C'est pas pour autant pour dire qu'on est des super-héros, mais c'est comment on a amené de l'action, en fait, et comment l'action a aidé à faire émerger finalement pas mal d'initiatives de cette communauté. Donc, avant de commencer à agir, il faut partager. Donc l'intérêt, on s'est fixé 5 objectifs dans cette communauté, parce qu'on pourrait pas. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on est tous volontaires en fait dans cette communauté. Donc en fait, on gère nos métiers, on fait ça en plus. Et donc en somme, il fallait qu'on se détermine un certain nombre d'objectifs. Et dans ces objectifs, on a commencé par dire, ok, il faut qu'on partage. Le partage, contrairement à la première phase qui se faisait avec des gens qui pratiquaient de l'agile au sein du groupe, ben en fait, on a élargi avec des gens qui étaient curieux par rapport à l'agilité et qui ne pratiquent pas forcément de l'agile au sein du groupe. Ça a été très structurant. Pourquoi? Parce que ce partage-là, ça permet, quand nous, on fait nos ateliers en interne, en tant qu'agilitateur, on verra après la fréquence, ça permet de se questionner, parce que les gens en fait apportent un regard nouveau, et même nous qui sommes dedans avec des pratiques plus ou moins évoluées selon la maturité des départements, des projets, ainsi de suite, ça nous permet aussi de nous questionner et d'apprendre en fait. Et cet échange, c'est ce qui nous permet de mieux diffuser l'information après. Pourquoi? Parce que finalement, quand on est dans une bulle agile, quand on va vers des gens, en fait, on va aller tout de suite leur parler d'agilité, framework, outils, mais le partage en amont nous rappelle ce qui a été dit dans la keynote ce matin, c'est quelle est la finalité des choses. Ce n'est pas juste les outils, les Jira, les Confluence, mais pourquoi on pourrait adopter quelques bonnes pratiques issues de l'agilité et comment diffuser ces messages-là. On va donner aussi du sens. Pourquoi ça donne du sens? Parce que finalement, quand on va adresser des directions pour leur parler de l'agilité, nous avons pratiqué l'agilité au sein de Covea, donc en fait on est au courant et conscient des difficultés, puisque les pratiques agiles sont très simples à comprendre, mais après la mise en œuvre, c'est là en fait où se passe le nerf de la guerre. Donc en fait, le fait d'avoir pratiqué, ça permet aux gens qui nous écoutent en face de se dire, ah oui, en fait, ils font partie du groupe, ils font partie de la culture du groupe, et ils ont pu mettre en place de l'agilité. Donc c'est en cela où ça donne du sens finalement au pôle qui est mandaté pour amener cette transformation-là avec des expérimentations réelles terrain. On crée des synergies. Et pourquoi on crée des synergies? On a longuement pris du temps pour vous expliquer l'histoire de Covea. Il y a des boîtes, enfin Covea n'est pas né d'hier, hein. Il y a GMF par exemple qui a plus de 150 ans, et plus on dure dans le temps, on l'a vu dans certaines conférences et même dans le speaker d'avant, il y a de la culture. Et en fait, quand il y a des cultures, voilà, c'est que on doit s'adapter à la culture, la comprendre pour pouvoir en fait passer à autre chose. Et le fait que on soit au sein des agilitateurs avec différents acteurs, des marques, et quels que soient en fait aussi des différents pôles au niveau de la DTSI, ça nous permet en fait de partager sa culture et les contextes de chacun. Ce qui nous permet de transcender parfois en fait cette culture-là pour voir ce qu'on peut apporter de plus comme une brique qui s'ajoute à cette culture et ne pas finalement partir de zéro. Et enfin, en fait, expérimenter. On s'est donné comme objectif d'expérimenter quoi? D'embarquer des gens, parce qu'aujourd'hui, en fait, dans notre maturité, on n'a pas dans notre référentiel RH des missions de product owner, des missions de scrum master. Là, on a encore des chefs de projet informatique, des chefs de produits, peu importe l'étiquette. Mais l'idée, c'est qu'on se retrouve souvent à lancer des projets et en fait, on va désigner des organisateurs, on leur dit, voilà, tu vas être PO et toi, en fait, tu étais chef de projet, maintenant, tu vas être Scrum. Donc, l'idée, c'est que quand on désigne, voilà, c'est très bien, mais l'idée d'expérimenter, c'est que nous, on accueille ces acteurs-là pour qu'ils fassent des vies ma vie, pour qu'on leur explique à quoi ça correspond derrière. Ce qui permet d'amorcer un peu mieux les projets et que les acteurs ne soient pas non plus complètement non acculturés à ce que l'agile apporte. Ce n'est pas le Confluence, le Jira, et ainsi de suite, c'est la finalité. Donc, ces 5 objectifs, c'est ce qui amène finalement au pôle support projet. Excuse-moi, parce que ça date de 3 mois. Donc c'est MO,
MO2P maintenant. Voilà. C'est ce qui apporte au MO2P, en fait, qui apporte la théorie. Nous, en fait, en tant qu'agilitateur, on a la pratique. C'est comme les deux ailes d'un oiseau. Donc, en fait, il faut les deux pour s'envoler. Et donc, c'est comme ça, en fait, que nos initiatives ont pris leur envol. On va vous parler maintenant du framework qu'on a utilisé pour arriver à ces objectifs-là. Merci Lotfi. Alors moi je vais vous parler de l'outil qui nous a permis justement de créer cette communauté. C'est un outil qui est assez connu, qui s'appelle Community Canva. Alors c'est quoi Community Canva, c'est un outil qui est conçu pour aider les organisations à construire, développer et surtout maintenir dans le temps les communautés, qui est finalement le point faible de toutes les communautés qu'on peut avoir dans des grandes structures où les gens sont volontaires pour faire ce job-là. Et donc ce cadre-là, alors c'est un framework avec 3 axes que je vais décliner après, où il y a beaucoup d'items sur le tableau. L'objectif n'est pas de tout prendre du framework, c'est de prendre par rapport à son contexte de quoi on a besoin. Alors, pour le premier axe, c'est l'identité. Avant de créer la communauté, il faut qu'on se pose la question, qu'est-ce qui donne sens, qu'est-ce qui donnera sens à cette communauté et qu'est-ce qu'elle apportera comme valeur, dans notre cas, à Covea. On s'est posé la question, on s'est dit, l'agilité, c'est quelque chose qui existe dans le marché depuis très longtemps. Nos boîtes, comme l'a rappelé l'autre fille, existent depuis une centaine d'années. Elles ont leurs habitudes. On doit être à l'image de la société. On doit essayer d'infuser un nouveau souffle avec de nouvelles méthodes. Le but n'est pas de les imposer, encore une fois, c'est de les faire connaître pour que les gens sachent qu'ils existent. Des personnes qui ont 20 ans, 40 ans de boîte, quand on vient leur parler d'agilité, on va dire ça a déjà marché comme ça, pourquoi on changerait? Mais on leur donne un outil à disposition pour que ça marche. Je donne toujours l'exemple d'un enfant qui n'a jamais goûté du chocolat. Tant qu'il n'a jamais goûté, il ne sait pas quel est le goût du chocolat. Il le voit de loin et se dit, ça se trouve, perk, c'est même pas bon. Alors qu'une fois qu'il l'a goûté, il le prend à vie. Et c'est un peu l'agilité, on a tous baigné dedans la première fois, et puis on ne peut plus s'en séparer. Alors j'ai appris quand même que 1% des gens dans le monde n'aiment pas le chocolat, donc je veux bien connaître qui sont ces gens-là. Le deuxième item, c'est l'expérience. Alors l'expérience, c'est un peu l'essence de la communauté. C'est ramener une communauté d'experts avec une communauté, avec des personnes qui sont ambassadeurs dans la communauté. Je vais définir les deux. Les experts, c'est des personnes qui sont déjà acquéries dans l'agilité, qui la connaissent, qui la pratiquent depuis très longtemps, qui peuvent nous rapporter leur retour d'expérience. Et les ambassadeurs, c'est des personnes curieuses, qui sont convaincues de l'apport de l'agilité, ou alors qui sont juste curieux de savoir ce que ça peut leur apporter. Et toutes ces personnes-là, on les met ensemble. Ils peuvent partager des idées, ils peuvent se nourrir les uns les autres, nourrir leurs pratiques, les rapporter à leurs équipes, et de bouche à oreille, ça fait grandir la communauté. Ensuite, il y a la structure. Donc la structure, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est le socle de la communauté. Il faut qu'on se pose les bonnes questions pour que la communauté dure dans le temps. Comment est-ce qu'elle peut durer? Il faut que les règles soient simples, claires et prospères. Pour qu'ils soient simples, clairs et prospères, il faut qu'on ait nos rituels. Il faut qu'on se retrouve. Il faut qu'on puisse se retrouver à intervalles réguliers, que les gens portent les actions, comme le disait Léa tout à l'heure, qu'ils puissent les assurer jusqu'au bout. Et je parlais des 3 items, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette expérience de création de communauté, on n'a pas de notion d'hierarchie. Donc on peut être là, avec son N+1, N+2, avec quelqu'un qui est d'un autre métier. Donc ça transcende l'organisation. Et le but, c'est autour de cette communauté-là, pour qu'elle puisse durer dans le temps, on puisse voir ce qui se passe ailleurs, prendre les bonnes pratiques et les ramener chez soi, les proposer, parce que dans les autres conférences, vous avez bien vu que si on prend les pratiques qui marchent bien dans la team A, les transposer dans la team B, ça ne va pas forcément marcher. Mais juste essayer, itérer, et puis incrémenter les pratiques, c'est l'essence même de l'agilité qui nous permettra d'évoluer ensemble. Je vais passer la main à Léa,
qui va vous parler justement concrètement comment est-ce que cet outil a été mis en pratique et comment est-ce que les actions ont été menées sur le terrain. Voilà. Merci Youssef. Alors, l'idée, c'est forcément, il y a un point de départ. Alors, notre état d'esprit dans la communauté, c'est vraiment de se dire, OK, on part avec une organisation, et puis surtout, on garde en tête qu'on est dans de l'amélioration continue, et l'idée, c'est vraiment que l'organisation, elle colle à nos besoins. Vous en avez entendu parler là durant ces 2 jours. Il y a beaucoup d'erreurs qui se font puisque les gens partent d'abord sur une orga avant de se poser les questions, mais finalement, de quoi j'ai besoin? Nous, on est convaincus que l'orga, elle vient servir vraiment des objectifs et pas l'inverse. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, ce que Lotfi vous a expliqué, c'est que c'est une équipe en fait de volontaires, c'est-à-dire que c'est en plus de ce qu'on a à faire au quotidien, hein, c'est pas notre travail d'être agilitateur. Vous l'avez vu tout à l'heure, on a tous des rôles bien définis. Donc, au début, on s'est posé la question de se dire, est-ce que finalement, on s'applique l'agilité by the book? Alors, c'est jamais une bonne chose d'appliquer l'agilité by the book, mais en tout cas, est-ce que finalement, on part en sprint ou est-ce que on utilise un autre cadre de travail qui sera peut-être plus pertinent par rapport à nos contraintes? Et on s'est dit, en fait, on va tester le Scrumban. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Est-ce que dans la salle, vous connaissez, vous avez déjà pratiqué? Ouais, ça parle à peu près à tout le monde. Alors pour ceux à qui ça ne parlerait pas, en fait l'idée c'est quand même de garder l'effet de temporalité, donc ce qu'on a quand on fonctionne en sprint, 2, 3, 4 semaines, on sait qu'à la fin il y a des choses qui sont livrées. L'idée c'est pas de se dire ok on part pas dans un framework qui est Scrum pur et donc on livrera jamais ou en tout cas on saura pas où on en est. Non, l'idée c'est quand même de garder une temporalité. Donc nous on s'est défini en fait une période de 3 mois, c'est-à-dire que tous les 3 mois on se refixe des nouveaux objectifs, ok, d'action très opérationnels. Et donc le Scrumban ça nous permet de garder cette temporalité, de mettre en place ce que vous voyez là-bas, ça ne marche plus au niveau des rituels. Parce que l'idée c'est quand même d'animer tout ce qui se passe au sein de la communauté. Donc on priorise et on estime, toute l'équipe porte ce rôle, c'est pas certains estiment et d'autres priorisent, non, c'est tout le monde le fait ensemble. Et donc pour animer tout ça, on a mis en place 2 mêlées par mois de 30 minutes. Donc vous pouvez vous dire, waouh, c'est pas beaucoup. Bah oui, c'est pas beaucoup, mais on a un travail à côté, donc on a trouvé cet élément pour le moment, on verra si on le remet en question. L'idée c'est aussi de montrer que la communauté, ça a du sens et que ça soutient bien l'objectif premier qui était, je vous le rappelle, de pouvoir soutenir la transformation. Donc même si on est volontaire, indépendant, qu'on ne dépend pas d'une hiérarchie pour le moment, l'idée c'est quand même de montrer que ça a de la valeur et qu'on puisse poursuivre nos actions. Donc on a mis en place une démo tous les 2 mois et donc à cette démo sont invités le CODIR des TSI. Notre sponsor c'est notre DSI. Donc ça permet aussi de montrer un petit peu ce qui avance. Et au-delà du CODIR, tous les gens côté Dessine qui sont intéressés, qui ont envie de savoir un petit peu ce qui se passe, finalement toute la population, rappelez-vous qu'on avait et qu'on conviait lors de la mise en place de la première communauté. Donc la liste n'a pas beaucoup évolué, simplement on les retrouve lors de nos reviews. L'idée, c'est aussi de se remettre en question. On l'a dit, une communauté, ok, on l'a construite, on sait ce qu'on va faire, on a des objectifs, on a des actions, mais ça s'entretient. C'est très compliqué de conserver une mobilisation. Je pense que, je ne sais pas si dans la salle, il y en a qui ont eu des expériences. Ouais, je vois que ça hoche la tête. Ok. Vous êtes d'accord que c'est compliqué? Ouais. Du coup, l'idée, c'est de se dire, ok, comment on fait quand on commence à sentir que ça s'essouffle pour ramener un petit peu de vitalité. Donc, vous l'avez vu, on parle de super-héros, on parle d'action. Voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est de la vie au sein de cette communauté et qu'il y ait des choses qui se mènent. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses? Donc, on fait 2 rétros par an et on le fait en présentiel. Alors, j'insiste là-dessus. Tout simplement parce que le télétravail, tout ça, c'est génial. On a des super outils qui nous permettent de travailler, il n'y a pas de sujet. Par contre, quand on se voit, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais souvent, il y a de plus en plus en fait, d'échanges lors des pauses café, lors des pauses déj, et finalement, on apprend beaucoup de choses lors de ces moments-là, et c'est ce qui, derrière, va alimenter nos débats. Donc, on a très envie en fait, de mettre ça en place et puis de le poursuivre. En termes d'expertise au sein de la communauté. Alors, on a un product owner, on a 3 Scrum Masters, 2 coachs agiles, 4 managers agiles et un responsable de processus démarche projet. Et demain qui s'appellera démarche projet et produit. D'ailleurs, il est dans la salle si vous voulez lui poser des questions. Il a la petite veste saumon. Du coup, l'idée c'est d'avoir vraiment un panel d'experts qui puisse répondre à tous les enjeux qu'on s'est fixés. Alors, ce qui va être aussi super important, c'est qu'on revienne sur les rôles, puisque donc ces experts, c'est vraiment l'équipe de dev / l'équipe de réalisation, parce que vous l'avez compris, on ne fait pas du code, mais bon, on appelle ça une équipe de développement quand même.
Et par rapport au rôle, on va revenir sur le fameux MO2P, donc qui est le nouveau pôle support projet et en fait qui assume les rôles de PO et de Scrum Master. Pourquoi ? Tout simplement la même histoire que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'est pas financé aujourd'hui comme communauté et donc c'est très compliqué pour les agilitateurs d'avoir ce rôle-là à temps plein parce que clairement, moi ça occupe pas 100% de mon temps mais ça m'occupe quand même pas mal. Donc c'était pas possible. Donc on a gardé ce rôle-là côté MO2P. En moyenne, ce qui est consacré aux travaux de la communauté, c'est une journée par agilitateur. Qu'est-ce qu'on entend derrière travaux de la communauté? Là, on vous a présenté un petit peu notre organisation avec les rituels. Il n'y a pas que ça, parce que les actions, forcément, pour les définir, on met en place des ateliers. Donc, ce sont des ateliers en général qui durent entre 2 et 3 heures, donc des ateliers de brainstorming, des ateliers de réalisation, etc. Et donc, chaque agilitateur consacre en moyenne une journée par mois à l'ensemble de ces éléments-là, à la fois les rituels, mais aussi les ateliers. On voulait vous proposer un petit bilan parce que ça fait quand même 2 ans d'existence. Je crois que c'était le 8 avril, ça fera 2 ans d'existence de la communauté. Et donc, l'idée, c'est qu'on puisse vous dire voilà ce que nous, on estime qui fonctionne plutôt bien et puis les choses sur lesquelles on sent qu'il faut qu'on s'améliore. Donc, ce que vous voyez, c'est qu'on a un fort taux d'engagement. Les agilitateurs, ils sont vraiment hyper motivés par les actions qu'ils ont dans le pipe. Ils ont envie de faire avancer les choses. Donc, ils sont super engagés. Sur les ateliers, on n'a jamais de soucis. Tout le monde est présent, pas de problème. Et même au-delà, quand il s'agit de mettre en place les actions. Ce qui est aussi super important, c'est notre indépendance. Alors ça nous a permis en fait de temps en temps, même souvent, d'aller plus vite. C'est-à-dire que en ayant un sponsor qui n'est autre que le DSI, quand vous le voyez une fois par an, vous avez la vision. Derrière, vous savez comment vous déclinez vos actions. Il n'y avait pas d'intermédiaire jusque-là. Forcément, ça va vite. Donc la rapidité de réalisation des actions. Le petit bémol, c'est la mobilisation. Vous allez me dire, ouais, mais vous nous dites qu'il y a un fort taux d'engagement et puis vous nous dites qu'il y a un problème de mobilisation. Alors oui, on a un problème de mobilisation sur les rituels. En fait, l'idée, c'est quand même qu'on se voit régulièrement pour pouvoir entretenir la communauté. Pour autant, ça reste difficile pour les agilitateurs de se libérer du temps pour participer à ces rituels. Donc on est en train de tester des choses. Là, on prend encore plus sur notre temps puisque maintenant, on a déplacé nos rituels. On les met de 13h30 à 14h. On se dit, ça fait en même temps le petit café. Finalement, on rejoint l'essence même de la mêlée, parce que pour rappel, normalement, on se voit autour d'un café et on est debout. Donc là, on essaie de faire ça. Ça fait, 2-3 mois qu'on le teste. On a un petit peu plus de monde qui se connecte, mais c'est pas encore hyper convaincant. Donc, à poursuivre dans les améliorations. Et du coup, on va rentrer dans le vif du sujet sur, mais finalement, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'agilitateur? Alors, comme vient de l'évoquer Léa, on est volontaire, une journée par mois, pas de budget. Donc, à un moment donné, on s'est posé pour se dire quelles étaient les actions. Donc, on a appliqué les méthodes Kaizen, là, les actions qui peuvent avoir un maximum de valeur et qui sont à notre portée. Donc, c'est les ateliers de bonne pratique. Qu'est-ce qu'on met derrière? En fait, en tant qu'agilitateur, on envoie des questions à des entités pour leur dire quel type d'atelier voulez-vous qu'on monte. On a monté par exemple un pour expliquer à quoi sert un Kanban. Donc ça permet de faire de la culturation pour des gens qui sont loin de ça, ou bien de l'optimisation pour des gens qui le font. Donc un des agilitateurs plus un acteur de la transfo arrive, on fait des binômes pour exécuter ces ateliers. Donc on a fait un pour le Kanban, un pour le DOR et le DOD, et le troisième c'est les OKR qui va venir. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est pas trop chronophage, qu'on peut exécuter sur une demi-journée, et on peut prendre des cas pratiques pour aider les personnes à améliorer leur propre flux. Il y a des ateliers aussi qui se font, on le verra un peu plus tard avec la démarche d'agilisation. On a des Vim à vie, c'est ce qu'on l'a déjà évoqué, c'est-à-dire qu'en somme, il y a des gens qui sont intéressés par l'agilité, ou bien ils sont curieux, donc on pourrait les faire monter pour leur expliquer comment on vit en fait les choses. Ça peut servir aussi, ce que je disais tout à l'heure, quand ils sont missionnés pour venir voir et vivre 2 jours au sein d'un environnement agile pour mieux prendre conscience des choses et échanger avec les autres acteurs. Par exemple, moi, quand je fais les Vim à vie, c'est pas moi qui me paye toutes les Vim à vie, parce que j'aurais pas déjà le temps, mais j'intègre ces personnes-là dans mes équipes qui permettent en fait après d'échanger avec des scrums, des devs, des business analysts et ainsi de suite.
Donc on organise ça, et aussi il y a des vies ma vie dans le cadre des mobilités. Parce qu'on a en fait dans la culture du groupe, on favorise la mobilité. Donc quand il y a quelqu'un qui postule, j'ai le cas là en fait, on a besoin d'un product owner. Donc elle a postulé, j'ai échangé, et en fait je lui ai proposé de faire un vie ma vie d'abord, une immersion pour se rendre compte, voilà, quel est le quotidien d'un product owner. Donc ça sert à tout ça, les vies ma vie. On a aussi une autre action avec ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'en somme, à un moment donné, il y a le pôle MO2P, maintenant je le dis, et les agilitateurs qui servent en fait de zone d'expérimentation. Et en fait, on s'influence les uns les autres. Et c'est ça ce qui rend le job intéressant. Pourquoi? Parce qu'au lieu de partir sur une théorie et on arrive avec un framework pur et dur, c'est le cas pour certaines zones, mais en fait, nous, on infuse, en fait, on peut faire une feedback loop pour leur dire ce qui se passe côté terrain, ce qu'on a vécu, pour qu'on ajuste aussi parfois certaines démarches ou frameworks. Je m'explique. J'avais à lancer un projet personnellement dans une entité, et pareil, c'est-à-dire que j'ai échangé avec un MO2P, puisque finalement maintenant on travaille main dans la main, pour leur demander est-ce qu'il y avait un service d'acculturation rapide des acteurs, PO, Scrum, Key User, autour de la table, pour qu'on sache remettre des définitions et des rôles. Et qu'est-ce qu'on entendait derrière l'agilité? C'était en cours, mais ce n'était pas encore disponible. On a accéléré le mouvement, parce que finalement, on a travaillé main dans la main, on a exécuté l'atelier qui a duré 2 heures, et en fait, en finalité, moi, avant d'engager, ça a permis de réaligner toute la chaîne, de savoir ce que c'est l'agilité. C'est pas le post-it qu'on dépose la veille de la MEP pour dire voilà, j'ai ce besoin-là, il faut que tu le prends, ou que le PO soit un exécutant sans avoir un niveau de délégation intéressant pour pouvoir assurer le rythme des livraisons toutes les 2 semaines. Donc tout ça, ça a permis d'aligner. Et pour le coup, cette expérimentation a servi d'alimenter l'offre de service MO2P. Voilà, ça c'est un titre d'exemple. On a aussi des événements agiles, internes et externes. Donc l'intérêt, c'est qu'on participe à des événements pour qu'on s'infuse et on revoie nos pratiques. Et on peut être, comme ici, à l'Agile Tour, soit speaker pour partager nos retours d'expérience, soit aussi en tant qu'auditeur, comme tout à l'heure. Il y a 2 heures où on s'infuse et ça permet aussi de revoir nos pratiques qu'on essaie de mettre en place pour rediffuser la connaissance en interne. On participe à l'agilisation de la démarche projet et produit Covea. Ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais elle a évoqué Léa par rapport en fait à la nouvelle organisation, étant donné qu'il y a des il y a des expérimentations qui marchent, ça permet en fait de les mettre en exergue pour aller plus là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est le partage à ce niveau-là, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, ça veut dire qu'en somme, on a plusieurs niveaux hiérarchiques dans la communauté. Par exemple, moi, j'ai mon boss qui est avec moi dans la communauté et j'ai des collaborateurs qui font partie en fait, de la communauté. Mais l'intérêt de la communauté, c'est comme la table ronde des chevaliers. Alors, en somme, on est tous au même niveau et on échange, ce qui permet de voir le prisme et les difficultés des uns des autres. Et c'est ce qui permet aussi de mieux comprendre les enjeux et d'être plus efficace dans la promotion interne de l'agilité vis-à-vis des autres acteurs. Et les REX, c'est ce qu'on est en train de faire là, c'est ce qu'on fait aussi en interne, ce qui permet aussi d'alimenter cette culture petit à petit. Donc, on ne fait pas que du tricot dans cette, dans cette communauté, mais ça nous sert de moteur finalement d'action. Voilà. Je vais passer la main. Oui, alors je vais vous parler de ce que ça apporte cette communauté aux agitateurs, c'est-à-dire nous. Enfin, pourquoi on y est et qu'est-ce que ça apporte à Covea. Parce qu'on est quand même salarié Covea. Il faut bien que ça apporte quelque chose à l'entreprise, le fait qu'on soit dans cette communauté. La première chose, c'est le partage. Donc le partage entre les membres de la communauté, comme je le disais tout à l'heure, ça permettait de donner de la visibilité de ce qui se fait ailleurs. Il y a autant de manières de faire l'agile que d'équipes agiles, finalement. Je pense que vous serez tous d'accord. Dans un même service, on peut avoir des pratiques communes, mais il y a toujours des nuances. Je vais parler de mon expérience, moi, comment j'ai rejoint la communauté. Alors, ça a été soufflé à mon oreille par mon manager. Il m'a dit, ouais, il y a une communauté qui pratique, qui diffuse les pratiques d'agilité. Je sais que tu aimes bien tous les projets de transformation.
Peut-être que parce que j'étais trop critique et il m'a dit va changer le monde dans la communauté, pas ici. Moi en fait j'ai rejoint Covea en 2019, j'avais déjà pratiqué l'agilité avant et on était plus sur un service de Digital Factory, il y avait un pool de chefs de projet, un pool de développeurs et le métier était ailleurs. Et donc la communication était plutôt descendante, très hiérarchique, pas très structurée. Et à partir de fin 2019, on a commencé à transformer le service en feature team. Alors, l'avantage qu'on avait, c'était que tous les développeurs qu'on avait étaient volontaires, voulaient cette transformation, qu'on n'avait pas trop à gérer l'humain côté développeur. Par contre, côté métier, fallait y aller. Donc on a commencé à transformer l'essai. Maintenant, enfin 2 ans après, on a des PO, des business analysts, des scrum, des développeurs, des rituels, tout ce qui va bien dans le scrum à l'échelle, parce qu'on a découpé en feature team. Et on a défini nos chaînes de valeur pour qu'on puisse faire du delivery en CI/CD. On a encore de l'amélioration, mais c'est tout le but de l'agilité, c'est de pouvoir s'améliorer en continu. Et moi, comment j'ai rejoint la communauté pour répondre à cette question, c'est qu'il m'a demandé, Léa après m'a demandé, est-ce que tu peux faire un Rex de ton expérience à la communauté? Je suis arrivé, pas forcément avec mes grands sabots, mais avec de grandes convictions et de la fierté d'avoir transformé ou d'aider à transformer la Digital Factory avec mon manager. Et donc j'ai fait le Rex, et puis j'ai eu des feedbacks. Et c'est là où je m'étais questionné, je me suis dit, en fait, on fait tout ça, mais ils ont raison, il y a plein de questions qui sont pertinentes. Nous, on a figé le modèle, ça fait 2 ans qu'on fonctionne comme ça, mais on a encore du chemin. Et ça donne tout le sens à cette communauté-là, parce que même si on a des acquis, on arrive avec ces acquis, ces convictions, il faut suivre le mouvement, parce que la réalité peut nous dépasser. On peut se dire, on est arrivé au modèle qui marche, mais il faut savoir ce qui se fait ailleurs, pour pouvoir toujours surfer sur la vague de la nouveauté, quand c'est pertinent de le faire. Et comme on me disait tout à l'heure l'autre fille, on est sur une organisation qui transcende Covea finalement, et qui permet de faire tomber les silos. Et c'est là où je passe la main à l'autre fille pour vous parler de ça. Oui, alors, merci Youssef. Donc, en fait, ça nous fait tomber les silos dans quel sens? Parce qu'aujourd'hui, dans une organisation, vous savez, il y a ceux qui font des études, il y a après en fait ceux qui vont comprendre ceux qui demandent le besoin, ceux qui font des études, ceux qui vont faire, et ceux qui vont déployer, et ceux qui vont en fait faire tourner le run. Donc en fait, ça fait des silos. Et c'est vrai que quand on fait de l'agilité juste sur une zone, parce que voilà, je vous ai dit, il y a le framework safe, mais il n'y a pas que ça. En fait, j'ai eu à faire tourner des équipes dans ce canevas de modèles. Et en fait, on ne peut pas appliquer l'agilité partout. Ouais. Mais au sein de la communauté, ça nous a permis de partager, parce que du coup, je pestais toujours sur la prod. Parce qu'en fait, quand on arrivait, le poste de travail, ça me fait des bugs. Moi, l'équipe run commence à chauffer avec un montant d'incidents. Et en fait, parfois, quand on analyse, oui, ils ont bougé le socle du navigateur sans qu'on soit prévenu côté projet. Voilà. Donc en somme, ça, c'est juste un exemple. Et pour le coup, le fait de se retrouver dans la communauté des agitateurs avec l'acteur qui, lui, tient l'ensemble des postes de travail chez Covea, voilà, je ne citerai pas son nom, voilà, mais vous le trouverez facilement sur LinkedIn. Et donc j'ai compris, en fait, j'ai mieux compris. C'est-à-dire, en somme, nous, on était dans notre, pas tour d'ivoire, mais voilà, dans notre bulle agile, mais j'ai mieux compris ces problématiques, et ce qui a permis d'infuser et de ramener des pratiques pour les injecter même au sein de nos propres équipes. Lui, inversement, ça lui a permis, cette communauté, de commencer à se dire, bon, l'agile, c'est pas praticable dans mon domaine, je m'occupe du buzz du travail, mais finalement, il a repris des choses, des artefacts, et notamment pour qu'un opérateur, quand il lance un batch, il sait en fait que ce batch-là peut impacter l'utilisateur final, parce qu'avant, en fait, il opérait, et en fait, voilà, il voyait pas le sens à tout ça, ou l'impact que ça pouvait donner. Donc, ces équipes, après coup, comme ils voient en fait plus l'intérêt de l'utilisateur final et donc le client remis au centre, sans tirer toute la chaîne de l'agilité et ainsi de suite, ça donne une meilleure fluidité et une meilleure compréhension, et donc c'est ce qui permet de faire tomber des silos. Et mon approche maintenant, quand je vais voir des équipes techniques, c'est pas la même que quand j'avais 2 ans, il y avait 2 ans. Donc voilà, et ma posture est séparée. Donc en fait, finalement, la communauté nous aide
aussi à changer de posture. Et c'est comme un sachet de thé qui infuse. Hein, voilà, ça dépend du temps que vous le laissez pour voir après le degré de transparence de l'eau ou comment l'information a infusé en fait autour de lui. Ce qui permet de découvrir des métiers quand on va présenter. Donc je laisse. Tout à fait, Lotfi. Alors, on en a parlé depuis le début. Là, je vais approfondir un autre axe. C'est que quand on dit découvrir les métiers, on va se retrouver dans la même table avec des personnes qui occupent des rôles différents, dans différents méthodos. On a beaucoup de choses à apprendre d'eux. Moi, personnellement, parce que c'est plus concret de parler de l'expérience, quand j'ai rejoint la communauté, je ne connaissais pas le framework SAFe. Alors, la communauté m'a proposé de participer à un PI planning, alors que dans l'organisation, je ne travaille pas avec ça, on est un Scrum à l'échelle. Mais j'ai pu participer au PI planning et j'ai pu apprendre beaucoup de choses en discutant avec les différentes personnes qui travaillent autour des tables au moment du PI. Et ça peut nous questionner sur nos pratiques. Donc c'est tout le but de tout ça. Alors, dans le PI planning, j'ai retrouvé mon N+1, mon N+2, mon N+3. Il y a plusieurs personnes, les sponsors. C'est une grande organisation, qui se fait à New York d'ailleurs, souvent. Et tout ça pour vous dire que, en fait, faire tomber les hiérarchies, c'est l'esprit même de l'agilité. C'est parce qu'on est dans des rôles. Et quand vous vous retrouvez dans des groupes aussi grands que le groupe OVA, avec toute l'hiérarchie à côté de vous, vous pouvez lui parler sans filtre, c'est quand même sympa. Et donc, tout ça pour vous dire qu'on découvre des métiers à travers le fait de briser toute la chaîne hiérarchique et de se parler sans filtre, parce qu'on n'a rien à perdre. Et puis de toutes les manières, si on veut faire avancer la boîte, si on est convaincu de la démarche, si on vient à la communauté, c'est qu'on a envie de la faire avancer. J'ai participé à des codires où on a présenté la communauté, son apport. Les personnes au codir disent c'est génial, ce que vous proposez, c'est un framework, on peut prendre certaines pratiques. Par contre, je ne suis pas sûr que mes équipes soient convaincues. Je leur dis c'est très bien, on peut faire du vie ma vie, on peut faire des règles à votre équipe. Et puis après, peut-être qu'ils sont persuadés, ils vont changer. Parce que de toute façon, c'est l'humain qui doit porter la transformation. Il ne faut pas imposer un framework. Et c'est dans tout ça qu'on a aussi l'item là qui va être présenté par l'autre fille, le partage de règles et problématiques, où je vais lui laisser la parole. Oui, merci Youssef. En fait, le partage de Rex, on en a parlé, ça permet en fait et c'est pas que le partage de Rex de par des expériences agiles, hein. C'est le partage de Rex, comme vous l'aurez compris, les agilitateurs, même quand ils sont en dehors d'une bulle agile, comment ils vivent les choses, parce que eux, pareil, on parlait de la Digital Factory, ça faisait 2 ans bien assis sur les éléments de l'agilité, et le fait de les embarquer dans le PI planning, ça permet de prendre conscience sur une autre dimension aussi, et un fonctionnement complémentaire. Donc, le partage de Rex vaut pour nous tous en fait, et en réalité, plus qu'autre chose, on aborde les choses par les problématiques, c'est-à-dire qu'on somme plus de dire ouais ok salut, il faut mettre un Kanban et ta vie va être résolue, il faut savoir en fait quel est le problème des gens, et après voir est-ce qu'il y a des artefacts qui peuvent servir à résoudre ces problèmes-là. Ce qui nous met un peu dans une posture d'humilité finalement quand on balance, quand on balaye tout ça, c'est parce qu'on voit qu'il y a toujours une amélioration possible. Et elle est constante. Et donc en fait c'est pour ça que pour nous en tant qu'agilitateurs, être dans ce groupe-là, ça nous questionne et ça nous permet en fait soit de pivoter, soit de conforter un modèle, soit de le modifier et de ne pas être figé dans un modèle agile, parce que ça arrive. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a quand on a une équipe ou quand on a plusieurs équipes agiles, on voit qu'il y a quand même des silos qui se recréent, même dans l'agilité. Et donc ça permet aussi d'avoir ce recul-là. Tout à fait. Et pour parler brièvement, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, tout ça, en fait, on parlait de sens au tout début. Tout le sens qu'on veut apporter à cette communauté, c'est le soutien de la transformation dont vous a parlé Léa avec l'arrivée de notre nouveau DSI. C'est d'accompagner la transformation de Covea dans le mode produit et donc de sensibiliser les personnes pour que ce soit déjà ancré dans les têtes, pour que quand ça arrive, les gens, le cas psychologique il est déjà dépassé. On n'a plus qu'à opérer et qu'à commencer la transformation. Je passe la main maintenant à Léa pour conclure.
Merci. Alors du coup, simplement en conclusion, donc on vous a expliqué un petit peu les ambitions, les objectifs de la communauté, notre fonctionnement. L'idée, c'est de vous parler aussi un petit peu de nos ambitions, parce que vous avez vu que l'histoire des agilitateurs, elle a été marquée par différents événements, et dont le dernier en date qui concerne la réorg. Alors simplement pour revenir sur ce qui fait sens en fait au sein de la communauté, donc évidemment donner du sens au pilotage par la valeur, donc ça c'est des choses qui sont nouvelles, hein, mais quand ça n'a pas de valeur, on ne fait pas. Des expériences qui sont réussies et puis le soutien de la transformation. Par rapport à nos ambitions, ce qu'on aimerait mettre en place, c'est de pouvoir renforcer la relation business partner. Donc ça signifie quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est vraiment encore dans une relation où les métiers nous donnent un cahier des charges et puis nous, on exécute côté des TSI. L'idée, là, c'est que chacun se sente concerné par les contraintes et les problématiques de l'autre et donc qu'on puisse créer une relation vraiment de partenaire. Améliorer notre récit pour répondre à cette notion de valeur. Là, c'est pareil, on vous l'a expliqué, je pense que vous l'avez compris. On a 3 marques au sein du groupe et autant de SI, évidemment, avec des qualités différentes, des contraintes différentes. Et donc, l'idée, c'est que ces contraintes-là, on puisse travailler main dans la main avec l'architecture pour répondre à nos enjeux et à nos ambitions. Travailler sur l'agilisation du budget. Alors ça, c'est un super sujet. Ouais, je vois des grands yeux là. Oui, en fait, l'idée c'est quoi? Il y a plusieurs choses derrière ça. C'est qu'on puisse fonctionner avec des enveloppes budgétaires, qu'on arrête d'essayer de chiffrer à la moindre fonctionnalité, qu'on puisse raccourcir les temps, notamment surtout l'avant-projet, n'est-ce pas? Avec les études d'opportunité, les études de faisabilité qui des fois prennent un temps fou et puis qui consomment beaucoup de budget. Peut-être qu'il y a d'autres manières de faire les choses. Et puis la deuxième notion par rapport au budget, c'est peut-être de passer sur une agilité à l'échelle de l'entreprise et donc de pouvoir avoir des choses qui émergent, type tout ce qui est portfolio, etc. On n'en est pas là, mais c'est des choses sur lesquelles on a envie de travailler sur cette année. Et puis le dernier point là sur les agilitateurs rendent des comptes au COMEX, c'est simplement pour vous dire qu'aujourd'hui on en est là, c'est-à-dire que l'histoire des agilitateurs à l'étape dans laquelle on est là, parce que j'ai pas envie de dire que c'est la fin, au contraire, je pense que c'est le début d'autre chose, c'est que on a fait nos preuves en 2 ans et qu'aujourd'hui notre DSI souhaite qu'on puisse rendre des comptes sur tout ce qu'on fait au COMEX et donc ça donne une dimension groupe. Donc pour nous c'est une success story, ça n'a pas été simple, mais on est très fiers de se dire que ça y est, on a enfin une porte qui s'ouvre. Et l'autre élément, c'est que notre DSI souhaite aujourd'hui nous financer. Donc jusque-là, on vous a expliqué que on n'était pas financé. Donc peut-être qu'on se reverra dans 1 an, dans 2 ans, pour vous expliquer ce qu'on a pu mettre en place suite à toutes ces mesures. Merci à tous.